Oui, alors c'est une transposition de la vraie histoire assez originale, d'une version surréelle du film que j'ai voulu faire. Parce que je trouvais que, disons, j'aimais l'histoire de Caspar Hauser, mais du point de vue de Rudolf Steiner, plus que la vraie histoire, dans le sens que je pensais depuis beaucoup d'années que c'était une belle histoire, mais il fallait en profiter du mystère autour de l'histoire pour rendre l'histoire encore, pour laisser le mystère à l'histoire. La version littéraire de l'histoire qu'a fait Herzog, selon moi, disons, enlève le mystère à l'histoire et n'est pas très intéressant. Donc, c'est pas intéressant de raconter l'histoire littéralement. Tandis que... Ce qui vous intéressait, c'était tout l'univers oui, dans le sens... autour de la légende. C'est-à-dire, c'est un jeune homme qui a disparu, il arrive du rien, on ne sait pas qui il est. Il apparaît, il est complètement pur, il est innocent, il a une énergie incroyable, il a des pouvoirs. Il disparaît, on le tue, mais disons, il disparaît dans le mystère. Il reste 3 ans en survie en société. On a essayé de tuer avec 2 coups de couteau 2 ans après qu'il a apparu, il n'est pas mort. On lui a tiré une balle dans la tête la 3e année, on est arrivé à le tuer. Donc ça aussi c'est un autre mystère. Pourquoi on a essayé 2 fois de le tuer. Rudolf Steiner, il disait, disons, c'est pas que je suis steinérien ou je connais Rudolf Steiner. J'aimais seulement l'idée que Rudolf Steiner dise Caspar Hauser, c'était une réincarnation du Christ, c'était un Jésus, un potentiel Jésus, c'était un saint. Donc, disons, ça c'est mon point de départ, de dire oui, j'accepte comme donnée que Caspar Hauser est un saint et je joue avec ça. Et disons, je pars de là. Il arrive et comme tous les êtres purs, innocents ou illuminés ou saints, il vit dans le présent, comme un bouddhiste. Je veux dire, on ne pense pas au futur, on ne pense pas au passé, on ne pense pas même pas au présent, on vit dans le présent. Et le seul fait de vivre dans le présent dérange les autres, sans rien faire aux autres. Ouais. Le fait de ne pas prévoir sa vie dérange les autres. Les autres sont dérangés par le fait qu'un être humain il soit lui-même. Ça crée un problème aux autres. Et les autres veulent le tuer seulement pour le fait qu'il est arrivé, il est nouveau et il est lui-même. Parce qu'il représente aussi la liberté, peut-être. Exactement. Par rapport à la société. Où est-ce que vous avez tourné le film J'ai tourné en Sardaigne. Ouais. Parce que en 2008, j'ai tourné un film qui s'appelle Beckett, sans un C et sans les 2 T, B-E-K-E-T. Dont l'objectif c'était d'essayer de représenter, disons, c'était une libre adaptation. Là où termine l'Attendant Godot de Beckett, commencement Beckett. C'est pas vraiment quelque chose qui a à faire avec l'Attendant Godot. L'objectif c'était de représenter le mood noir et en même temps très ironique de toute l'œuvre de Samuel Beckett. Lui, en tant que personne, Samuel Beckett était très amusant, très noir et très amusant, et son œuvre est très noire et très amusante. Donc, disons, l'objectif c'était, avec l'excuse de partir, Godot n'arrive jamais, les 2 personnages se sont ennuyés d'attendre, donc ils partent à sa recherche. Et dans Beckett, en Sardaigne, je voulais, disons, j'ai commencé un travail sur l'absurdité de la vie humaine que voyait Samuel Beckett. L'expérience du film a été très bonne, le film était en compétition à Locarno, il a gagné un prix de la critique, et avec la même production, le même directeur de la photo, on m'a demandé tout de suite après le film si j'avais envie de faire un autre film en Sardaigne. Et de là, disons, j'ai tout de suite pensé à Caspar Hauser que j'avais dans le tiroir depuis 15-20 ans, mais je ne savais pas, un jour, je savais pas quoi en faire. Disons que quand on m'a proposé ça, j'ai compris que c'était le bon moment de sortir Caspar Hauser pour faire un diptyque déclaré, du sens que je voulais continuer
pas seulement le fait de tourner en Sardaigne avec la même production, avec la même esthétique, mais aussi continuer sur, disons, de travailler sur les difficultés de la communication, le non-sens, l'absurdité. Kaspar Hauser, justement, m'intéressait pas littéralement, mais ce qui m'intéressait, c'est que je me posais une question, je me disais, Kaspar Hauser a quelque chose de très moderne, bien que c'était 1800, je trouve qu'il y a un message, il y a 200 ans, il y a un message très, très actuel. Et le message très actuel, c'était que, selon moi, disons, le point de départ où j'ai voulu travailler, c'était que dans les 3 années où il a vécu, la société l'a accueilli en l'écoutant pas et en l'agressant immédiatement en faisant un animal de cirque. Je t'apprends à écrire, je t'apprends la musique, je t'apprends le cheval, je t'apprends les mathématiques, je t'apprends à t'habiller, je t'apprends à être... Tout le monde apprend, et lui, il a vécu sous la terre dans le noir pendant 18 ans. Il avait un système nerveux très délicat, il ne pouvait pas voir la lumière, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas voir tridimensionnel, disant que le jeune homme, la réalité, c'est que la société éduquée, riche, bourgeoise de l'Europe du Nord surtout, qui s'est intéressée beaucoup à lui, il était appelé l'enfant d'Europe, car toute l'Europe s'intéressait à Kaspar Hauser. Il était sur la tête des journaux de l'Europe entière, en première page, tous les jours, pour suivre les progrès. France, Allemagne, Autriche, tout le monde voulait suivre les progrès de Kaspar Hauser. Et en fait, c'est la bonne société lui a tué son système nerveux sans se demander s'il est en train de faire du bien. Donc, mon point de départ, c'est la société s'est comportée par rapport à l'écoute et à la communication vers le nouveau arrivé dans un total non-sens. Et ce total non-sens, c'est ce que je retrouve maintenant. On vit dans un total non-sens, donc, et manque de communication. Donc, c'est très moderne par rapport à, disons, le message de 1800, oui, du 19e siècle est encore actuel. Totalement actuel. D'accord. Est-ce que vous pensez que les nouveaux prophètes sont des DJ alors? Oui. Ou est-ce que les DJ sont les nouveaux prophètes? Je ne sais pas comment tourner. Alors, disons que les bons DJ sont certainement des espèces de gourous. Ouais, bah oui, complètement. Totalement. Dans leur soirée, ils ont le pouvoir... disons, il ne faut pas qu'ils se montent la tête, mais ils ont le pouvoir, s'ils sont bons, disons, de faire voyager l'esprit et la tête pendant quelques heures. Parce que moi, je trouve que la musique électronique, c'est vraiment un monde à découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas. Et c'est un monde déjà découvert pour ceux qui la connaissent. Mais ça a un potentiel. Par exemple, la musique électronique, on pense à des disques, mais en live, c'est tout à fait incroyable. Donc, c'est... Une communion de personnes. On m'a demandé l'autre soir pourquoi cette musique. Parce que, disons que, pour différentes raisons. Une, c'est parce que, en voulant travailler en noir et blanc avec des optiques des années 60, pas de chant contre chant, pas de premier plan, en travaillant d'une façon narrative vers un cinéma qui a beaucoup de ressemblances vers les années 50 et 60, je voulais en même temps essayer de faire une contamination et expérimenter vers un langage qui soit tout à fait moderne et projeté dans le futur. Donc, disons, les éléments que je voulais amener, c'était, ok, j'utilise peut-être la caméra et certaines optiques il y a 40 ans, mais j'introduis des soucoupes volantes, des effets spéciaux, une musique très moderne, et je veux voir le mélange si, au lieu de nous mettre dans le présent, en utilisant, disons, moitié du matériel d'il y a 50 ans et une autre moitié très moderne, si le résultat est quelque chose de très avant-garde. Ça l'est, hein. Oui. Je vous rassure. Et aussi la musique électronique, c'est une musique par rapport aux autres genres de musique, le rock, le jazz, c'est des musiques qui
ils ont tous les genres de musique, c'est très bon, la musique classique peut-être aussi, mais la musique électronique a dans ces machines un aspect vibrationnel, dans le sens que les ordinateurs, quand tu fais une musique électronique, disons, c'est beaucoup plus facile pour l'ordinateur de donner une vibration à la musique. Donc, disons qu'en voulant faire une histoire d'un Christ, une histoire spirituelle, ésotérique, j'avais besoin d'une musique qui donne une vibration à l'histoire. Et donc, disons, pour moi, c'était obligé de mettre de la musique électronique. D'accord. Et justement, parlant de musique électronique, comment s'est passée la rencontre avec Vitalik? C'est vous qui, j'imagine, êtes allé le chercher? Oui, je suis allé chercher à Rome dans un concert en 2009. Disons, je suis Vous aviez déjà tourné les plans ou c'est Non, 3 ans avant. D'accord. Okay. Non. J'ai donné mon film d'avant à Beckett, justement, et j'ai eu la chance, je lui ai donné une enveloppe, le film, heureusement, Pascal est tellement occupé qu'il risque de pas avoir le temps de voir des disques ou de lire des choses. Donc j'ai eu en 2009 la chance qu'il lise ce que je lui avais donné, qu'il regarde le film. Il a beaucoup aimé, il va dire oui, je vais te faire la musique très volontiers, mais le même problème que j'ai eu avec Gallo et lui, c'était qu'on a commencé à en parler du film en 2008-2009, et il a fallu 3 ans pour trouver l'argent pour faire le film. Donc Gallo était sous contrat, Pascal non, mais il y a eu 3 années, disons, où la sensation, surtout de Gallo Vitalik, c'est que le film n'allait pas se faire. Donc ils étaient un peu déçus, et moi aussi je ne savais pas comment me relationner à eux quand le temps passait, parce que c'était, disons, je les appelle pas, si je les appelle je risque de les ennuyer. Et puis Pascal, en fait, tout s'est bien passé, sauf que ça a été assez bizarre, dans le sens qu'il a donné la musique du film à film fini, et 2 jours avant d'aller au montage. Donc c'était, disons, quelque chose que je ne voudrais plus faire de ma vie, parce que c'est vraiment trop risqué. Et disons, j'ai eu beaucoup de chance que ça colle. Ouais. non seulement que du moment que ce qu'il a envoyé, je devais l'utiliser, je ne pouvais pas lui dire ça marche pas, tu m'en fais autre chose. Bah ouais, voilà, plus le temps. Ouais, donc disons. Pied au mur. Ouais, pied au mur, et c'est, disons, un peu un aspect magique du film, parce que c'est vraiment incroyable que quand tu vois le film et tu entends la musique. Ouais, ça colle complètement. Oui, que toute cette musique soit arrivée par mail 24 heures avant de monter. Donc c'est lui qui a composé la musique en ayant vu déjà le film? Rien. Non, même pas. Ah oui, d'accord, ok. Il a accéléré. Moi personnellement j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça, j'avais l'impression de voir un Sergio Leone mais réalisé par Dali ou Buñuel, et donc je me demandais si jamais vous étiez inspiré par tout cet univers surréaliste. C'est-à-dire quand moi j'aime beaucoup le cinéma des années 60, début 70, donc oui, disons que j'aime beaucoup, j'adore Buñuel, j'adore Antonioni, j'adore Sergio Leone et tant d'autres. Donc j'adore Godard. Disons que oui, en voulant visuellement, comment dire, sans rien cacher, au niveau esthétique et visuel, le film veut être un film esthétiquement, disons, travaillé soit au niveau de caméra, mouvement caméra, optique et pellicule, un film des années 60. Ouais. Donc, disons, c'est évidemment à ces auteurs disons, à beaucoup d'auteurs des années 60 que j'ai regardé le matériel. Puis il fallait, comme je t'ai dit avant, passer du point de vue de l'esthétique, ne pas rester les 2 pieds là-bas, mais même pas aller en 2010, mais aller en 2030. Donc il fallait... se projeter. Oui.